Ok, Karel, on est content de t'avoir aujourd'hui comme invité à Haïti, à part d'être aujourd'hui une star de la radio et de la télé, passionné de multimédia, également entrepreneur. Tu as beaucoup de cordes à ton arc et CEO aussi de ton projet sur Sunday Project. Et ok, alors qu'est-ce que le public ne sait pas de Karel? Non, à part tout ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas de Karel? Le public, c'est pratiquement tout, je peux dire. Je suis pratiquement un livre ouvert et j'ai ma vie est sur Internet, comme on dit. Il y a ma femme et ma maman qui me disent ça toujours. Ma vie est sur Internet parce que ma maman vit à Port-de-Paix et à chaque fois qu'elle a besoin de mes nouvelles, et bon, je l'appelle régulièrement, au moins 3 fois par semaine, mais si je voyage par exemple et puis elle n'a pas de mes nouvelles, elle va sur Internet. Donc ma vie est pratiquement sur Internet. Je suis père de famille. J'ai 2 filles, Cara qui a 4 ans et Amalia qui a 1 an et demi. Je suis un timide. Je pense que le public ne sait pas ça. Je suis très timide. Un timide qui se soigne. Justement, qui se soigne, mais enfin, au micro ou sur scène, en animant une émission à la télévision ou un concert, je suis plus timide. C'est le métier, c'est le professionnel qui est là. Mais je suis un homme très réservé aussi. Je suis très casanier, je reste à la maison beaucoup plus de temps qu'au travail et ailleurs. Et j'aime mon petit coin et je pense que le public ne peut vraiment pas imaginer ça. Parce que très souvent, il y a des gens qui me disent « Mais tu es partout, comment tu fais ?» Mais je suis toujours chez moi, je travaille chez moi. Karel Ped, personnalité de la radio et de la télévision, timide de côté, casanier de l'autre. Tu parviens quand même à... Oui, justement. Ce qui arrive, c'est que lorsque je suis à la radio et de 7h du matin, enfin, je me réveille normalement à 5h du matin. Je me prépare pour venir à la radio. Commencer mon émission à 7h, je termine à 10h. Comme directeur de programmation de la radio, je liquide les affaires courantes, si je peux dire ça comme ça, entre 10h et midi. Et à midi, si j'ai une réunion ou autre chose à régler, je le fais ensuite. Je passe prendre ma fille à l'école et mon beau-fils, et puis on rentre à la maison. Et puis là, si je vais sortir peut-être dans la soirée, si j'ai une autre réunion, etc. Sinon, voilà. Et ça, c'est une journée type de Karel. Journée type de Karel, justement. En week-end, je reste chez moi. Par exemple, ma voiture. Oui, ça c'est le. Ça c'est la radio. La radio. Oui. Ok, je vais vous dire merci parce que vous suivez show Karel là. On continue avec Samuel de Darlene Disca. Merci à Stéphane Lacroix qui a fait interview avec nous pour Haïti, qui c'est e-magazine, premier et unique e-magazine online qui est disponible. Et interview ça a supposé sortir pour le prochain mois. Le 1er juillet. Cool. Et puis, rendez-vous demain matin pour l'autre show Karel là, avec un film humoristique. On va continuer avec Darlene Disca encore. Samuel. Oui, ça. Définitivement. Okay, alors, pourquoi se déranger? Oui, alors Karel, on revient à toi, Karel. Il y a une autre dimension chez toi aussi. Et tu t'impliques aussi dans le social. Ouais. Là, je crois que tu as Oui. le Sunday Project. Ouais. Tu peux nous en parler un peu? Le Sunday Project, c'est un mouvement que j'ai lancé 2 mois après le tremblement de terre. Et le problème, c'est que le fait que j'étais au devant de la scène pendant le tremblement de terre, je trouvais plein de gens qui me demandaient qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider. Et puis la réponse, évidemment, quelques mois après le tremblement de terre, c'était il faut donner de l'argent. Il faut donate, et donner de l'argent là aux organisations internationales, etc. Et puis, il m'est venu à l'idée de dire, si je faisais quelque chose de façon personnelle et m'impliquer à aider à changer la vie des gens qui ne sont pas aussi qui n'ont pas la même chance que moi d'avoir un toit, de pouvoir manger, etc. Je pourrais peut-être faire la différence. Eh bien, pour le dimanche de Pâques de 2010, j'ai décidé avec mon argent de faire cuire un bon soupe jumeau. Et puis on allait dire qu'on allait donner ça à un camp, etc. On avait fait cuire la soupe à Tiojo. J'habite à Delma.
Mais mon idée c'était de distribuer ça dans ma zone tout carrément. Et puis on est descendu à Tchoyo, dimanche de Pâques pour aller prendre ça. J'ai mis 2 grosses chaudières de soupe dans le trunk de ma voiture. Et puis je remontais pour Delma. Arrivé sur le canapé vert avec la pote et soupe a tombé. Ça, etc. Et puis je me suis dit, mais là, je ne peux pas monter à Delma, je ne peux pas aller à Delma parce que je ne peux pas passer par Bourdon, je ne peux pas monter à Pétionville. Donc il fallait à tout prix descendre. Et puis je me suis dit, bon, ok, on va au Champ de Mars. En descendant vers le Champ de Mars, et puis on s'est dit, mais le Champ de Mars est bien occupé, il y avait les ONG qui étaient là, la fois où j'étais là, on leur donnait à manger, de l'eau, etc. Ils étaient aux petits soins. Et puis, c'était moi, ma femme et Carl Jean Jeune. Et dans la voiture. Et puis je me suis dit, allons à Cité Soleil. Oh oh. Tout le monde dit météo à terre. et Carl a dit non, j'y vais pas. Femme a dit non, 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 non. Et va me déposer et à toujours là où on avait fait cuire la soupe, tu repasseras me prendre. Parce qu'il y avait cette peur de Cité Soleil. Et puis, je me suis dit, bon, ok, pas de problème, je vais à Cité Soleil. C'est moi qui conduis, je suis le chauffeur, c'est moi qui conduisais. Donc, vous restez dans la voiture, je vous emmène à Cité Soleil. Et puis, arrivé à Cité Soleil, on a vu des enfants jouer sur une grande cour, etc. Et puis, je me suis dit, mais allons donner de la soupe à ces enfants. Arrivé à Cité Soleil, et arrivé là-bas, et puis j'ai parlé il y avait une dame qui vendait des objets artisanaux. Et puis je leur ai dit, voilà, je suis Karel, je ne sais pas si vous me connaissez. Et on a décidé de faire, il était dimanche, 11h30 du matin. On a décidé de faire de la soupe pour offrir aux enfants, etc. Et puis la dame me regardait comme, pour me dire, ça me dit là. Depuis qu'il a porté soupe pour moi, c'est du à peine qu'on porte, etc. Et puis, pourquoi une soupe? Et surtout, justement, pour faire une soupe, bon, premièrement, la plupart des Haïtiens boivent cette soupe-là chaque 1er janvier. Ouais. Et puis ensuite, c'est certains dimanches. certains dimanches. Et c'est très cher pour faire soupe jour. Ouais. Et puis, au début, la dame ne voulait pas. Et puis ensuite, il a appelé d'autres gens du quartier, etc. Et ils m'ont forcé à goûter à la soupe. Donc on a goûté, on avait apporté du pain, j'ai pris une grande assiette de soupe, et Carl, et Tania, etc. Et puis ils ont vu qu'on a mangé. Ils ont dit ok, pas de problème, et puis ils appellent les enfants. Ce jour-là, on a nourri pratiquement 112 enfants. Et puis, je suis reparti, le cœur léger, content d'avoir accompli quelque chose. Et puis le lendemain matin, je suis venu, lundi matin, je suis venu parler de ça à la radio. Et puis j'ai reçu un appel de Laurence Giraud, qui travaille à Tropicessa, pour me dire, si toutefois tu veux retourner là-bas, je te donne Tampico et de l'eau pour les enfants. Et puis je suis retourné à la radio et dit encore, voilà, merci Laurie qui m'a offert de l'eau, etc., etc. Et puis j'ai reçu un autre appel. Si tu veux redescendre, moi je te donne jury. Voilà. Et puis je me suis dit, bon voilà. Donc ça peut se faire. Donc comme on était 3 à aller, et puis ensuite j'ai parlé de ça à la radio, j'ai des amis qui écoutent justement l'interaction directe, et puis il y a des gens qui m'ont fait des tweets, et sur Facebook pour me dire, si tu vas, j'y vais aussi, je veux aller avec toi. Et voilà comment ça a commencé. Et puis depuis ce dimanche-là, on nourrit pratiquement 500 enfants, et chaque dimanche à Cité Soleil. Donc on a dû arrêter à cause des élections. Pour la simple bonne raison, c'était. Et ça devenait sensible, l'atmosphère. Voilà, le problème, c'est que pour la fête des mères, on était descendu avec Fondation Rose et Blanc. Et Sophia Martelly nous accompagnait. Sophia Martelly, les enfants, Sandro, et Malaïka, et Olivier, etc. Tout le monde était là. Et puis c'était la fête des mères en mai. Et puis 2 mois plus tard, notamment, 2 mois plus tard, début août, Michel Martelly a annoncé sa candidature. Donc la première réaction c'était en pleine Coupe du Monde, je me le rappelle, et la Coupe du Monde venait de se terminer. Et puis, Michel Martelly a annoncé sa candidature, je crois, un jeudi. Un dimanche, on est descendu à Cité Soleil, et il y avait beaucoup plus de gens qui étaient venus. Et ces gens, parce qu'on nourrissait les enfants, mais il y avait beaucoup plus de personnes âgées à venir me rencontrer.
pour lui dire voilà, je sais que tu es l'ami du président, etc. Tu sais que ce qu'a géré nous a fait monsieur entrer dans cette théâtre, etc., etc. Et puis cela devenait dangereux. Et puis on a dû arrêter de donner à manger à Cité Soleil. Et puis ensuite on a continué, et parce qu'on avait un orphelinat à bord, et puis on a dit ok, pas de problème, on va concentrer nos efforts sur l'orphelinat. Voilà pourquoi on a donné les jouets en décembre et on a continué à nourrir ces gens. Mais le Sunday Project aussi, c'était pas seulement de nourrir les gens, c'était aussi de faire des activités un tout petit peu sociales. On a pu réaliser avec la Croix-Rouge, le 8 août 2010 justement, une journée de don de sang. On a récolté plus d'une centaine de pochettes de sang. Et on a fait ça, on a fait de la publicité justement à la radio, etc. Et puis c'était à Mengos, on nous avait donné le local pendant toute la journée du dimanche, les gens étaient venus, on bloquait les rues de Pétionville, il y avait des filles avec des t-shirts, etc. qui arrêtaient les voitures et disaient descendez, allez donner du sang, etc. C'était bien cool. Karel, au fait, certaines personnes dans leur carrière, dans le chemin qu'ils ont choisi, disent peut-être que ils ont peut-être fait un choix, ils ont choisi peut-être de dire que bon, moi je veux devenir sénateur, moi je veux faire de la radio. Et la communication, la radio en général, estimes-tu qu'elle est venue vers toi ou bien peut-être toi déjà tout jeune en écoutant de la musique et en suivant peut-être des modèles. Est-ce que la communication est venue vers toi ou bien tu estimes que tu as été vers elle? Je pense que c'était une communication, justement avec la communication. On se parlait depuis tout jeune. Ce qui arrive, c'est qu'à l'école, j'étais toujours celui qui prenait la parole. J'étais président de ma classe, donc je faisais des discours, animais des fêtes à l'école, etc. Je parle du secondaire là. J'avais pratiquement 13 ou 14 ans. J'étais toujours au devant de la scène. J'étais président de mon collège, etc. Et puis je suis tombé justement dans le monde de la radio grâce bien sûr à un de mes professeurs justement qui était animateur de radio. C'était Marc-Edouard Eugène, il animait une émission sur Radio Étincelle. Radio Étincelle, c'était une des meilleures stations de radio à Port-de-Paix. Et puis, pendant les vacances d'été de 1997, justement, il nous a invités, moi-même, enfin, les élèves les plus brillants de la classe. Et il a invité Evoire Saint-Amand, qui était à Caraïbes FM, et Miss Mengélin, c'était surtout pour sa voix, etc. Et puis, moi-même, à venir faire un stage à la station de radio en été. Bon, j'étais tout excité, etc. à l'idée de pouvoir justement fréquenter un studio de radio, voir comment ça fonctionne, etc. Et puis, boum! Et eux voir à continuer, Mesmer a désisté. Et puis moi-même, le voici. Il y avait des modèles. Qui t'ont influencé de tes débuts justement à Port-de-Paix chez toi. Et en arrivant ici à Port-au-Prince, est-ce qu'il y a des modèles particulièrement qui t'ont quand même influencé? Je me donnais la tâche d'écouter tout le monde. Je pense que c'est ce qui a forgé ma personnalité un tout petit peu. Donc j'ai écouté des animateurs de radio à Port-de-Paix, enfin mes aînés, mon professeur Marc-Edouard, il y avait Eugène Dauphin, il y avait plein d'autres bons animateurs de radio. Et puis ensuite, Vision 2000 avait débuté sa diffusion à Port-de-Paix aux environs des années 1998. Donc j'écoutais Vision 2000, j'écoutais Loco, j'écoutais Mario Basile de Regretté de Mémoire avec le Club des Stars tous les dimanches, etc. Et puis arrivé à Port-au-Prince, je suis tombé à Radio Planète Créole, donc j'écoutais tout le monde. J'étais comme quelqu'un qui écoutait BS, j'écoutais Joe Damas, Edner Jean, et plein d'autres animateurs qui m'ont définitivement influencé. Ce que je retrouve lorsque j'écoute un autre animateur ou une autre station de radio, c'est
je capte le style, je suis intéressé à la façon de faire. Et comment il présente cette chanson, comment il anime sur cette chanson, comment il a fait la conclusion de son émission, comment il a introduit son émission, comment il fait l'interaction avec les auditeurs, etc. Et comment il annonce une pause. Tout ça m'inspire et puis ensuite je me suis dit, mais voilà, je peux faire ça comme ça ou je peux faire comme lui mais différemment, etc. Et puis bon, ça m'a donné le style que j'ai, mais j'ai toujours voulu être différent en quelque sorte. Voilà pourquoi je pense que le contenu de mon émission, ma façon de faire, justement, en additionnant toute l'influence reçue au cours des années, ma façon de faire me donne le carrière que je suis aujourd'hui. Très bien, très bien, très bien. Et le format que tu présentes d'ailleurs, et le format, le show Carrera, qui est un morning show, c'est pas le format facile, je sais de quoi je parle, parce que ça te demande justement d'avoir cette discipline, de te lever chaque matin, et parce que justement tu as un public. C'est la première fois qu'on donne un bon. Oui. Tu dois le faire. Et là finalement tu as trouvé ta voie et c'est définitivement le format que tu as pris. Eh bien justement, c'est ça. Tout à l'heure je parlais d'influence, mais je n'ai pas mentionné Stéphane Lacroix parce que je pensais que tu allais venir avec cette question. Mais c'est un peu ça, c'est que autrefois, je travaillais à Radio Plaine Créole, mon émission était dans l'après-midi. J'animais Connexion entre 5h et 6h. Donc en me réveillant le matin, j'étais branché Radio Éclair et t'écouter faire ton émission avec toute la structure, rubrique, etc. Toute l'équipe que tu avais qui t'aidait pour les rubriques différentes, la façon d'annoncer, et puis ensuite le concept que tu avais, le vol matinal, etc. Je me suis dit, ben, il faut qu'il y ait quelque chose comme ça dans la matinée. On a essayé de faire quelque chose de différent pendant la même période à Radio Plaine Créole, on avait Pulsation à l'époque. Et on voulait faire quelque chose de très différent, avec des rubriques variées, mais beaucoup moins, que je pourrais dire, protocolaire que son émission. Et puis ensuite, je me suis dit, voilà, ce que je peux faire, arriver à Radio One, je peux aussi faire un show pendant la matinée. Et puis ensuite, l'heure était libre, Stéphane Lacroix n'était plus. Et puis je me suis dit, bon, voilà, je vais profiter de son temps. D'ailleurs, le problème, c'est que j'ai débuté ici entre 6h et 8h. Et puis je me suis dit, mais Stéphane savait terminer son émission à 9h, 10h. Donc je peux aussi faire un morning show entre 7h et 10h. Donc voilà pourquoi Et je pense qu'il y a une nécessité extraordinaire. Il y a une écoute, il y a une audience, il y a des gens qui adorent ces genres d'émissions. Les gens qui ne veulent pas écouter les nouvelles ou tout carrément et qui sont en route pour le travail, dans l'embouteillage sur Delma, Bourdon ou à travers Port-au-Prince, ou qui se réveillent et qui veulent écouter de la musique, mais écouter quelque chose aussi qui pourrait les intéresser. Et un invité, un sujet débattu, des nouvelles qui ne sont pas des nouvelles politiques, etc., sur la santé, les nouvelles technologies, etc. Donc je pense que c'est ce qui m'a... C'est pratiquement ce qui m'a poussé à faire une émission dans la matinée. Et si je dois choisir, même si on va me payer beaucoup plus cher pour avoir une émission dans l'après-midi ou dans la soirée, je vais rester. Comme Blaise Canara, par exemple. C'est que toi-même, tu es multimédia. Ouais. Tu es multimédia, tu es full multimédia. Ouais. Et donc, ça veut dire que penser à quelque chose, tu montes le projet, tu lances ton website, ça c'est facile. Oui. Ça, je dirais que ça c'est quelque chose qui te donne vraiment une longueur d'avance. Définitivement. Et par rapport aux autres, est-ce que vraiment, alors tout à l'heure je t'avais demandé, est-ce que tu estimais que c'était incontournable quand même d'utiliser ces outils? Je crois, et tu seras d'accord avec moi, que cette facilité que tu as de pouvoir manier les outils, définitivement, ça te donne vraiment définitivement. Et je ne regrette pas, en sortant de Bordeaux pour venir ici, d'avoir été à la photonique. En général, Karel est entre son micro et son ordinateur. Définitivement, je termine ici. Je suis sur mon ordinateur, je ferme mon ordinateur normalement à 1h du matin chaque matin. Ça veut dire que je passe plus de 18 heures de temps sur mon ordinateur et mon téléphone. Alors, tu fermes à 1h du matin. Parce que je travaille sur des projets qui ne sont pas encore sortis, ou du moins, avant même de lancer un projet, on fait des tests entre amis. Par exemple, je travaille sur un site internet là. Et il y a seulement 3 personnes à avoir accès à ce site. On essaie de changer.
Parce que en fait, c'est que j'ai un autre avantage, c'est que j'ai un autre ami qui est aussi fou de multimédia, qui est Timoza, un graphiste qui vit à Miami. Et très souvent, pour rien, on travaille sur des projets. Par exemple, on a 2 applications. Et on aime bien. Les gens qui ont vu ça, qui ont testé ça, nous ont dit pourquoi ne pas lancer ça, etc. Je me suis dit non. Parce qu'en fait, toi aussi tu le sais, c'est que la radio, ça prend beaucoup de temps. Oui. C'est vrai qu'on fait 3 heures de temps à la radio, mais il faut être à jour pour rester informé, pour savoir ce qui se passe, etc. Et puis ensuite, je n'ai pas que la radio, j'ai été très souvent des projets d'émission, qui est Skito, Adi, Stars ou autre chose. J'ai ma vie privée, et puis ensuite je travaille sur d'autres projets. Par exemple, maintenir l'application et faire le update, etc. régulièrement, ça demande du temps. Et donc, j'ai des projets que je ne veux pas vraiment lancer parce que je n'ai pas assez de temps pour les maintenir. Tu passes beaucoup de temps devant ton ordinateur, tu fermes en général à 1 heure. Pour te réveiller à 5h du matin, assez souvent tu tweets il y a gonflé, m'a dormi. Il y a gonflé, m'a gonflé. Non, il y a gonflé, m'a travail. C'est comme ça. Bon, c'est parce que justement c'est ça. À ce moment, lorsque je tweet, et je fais ces tweets, c'est juste parce que j'étais au milieu de quelque chose, et puis je vois, parce que ce que je fais, c'est que ce que je planifie en fait, et tout ce que je fais, par exemple là, pour l'application séparée là, on est en train de travailler sur une nouvelle version. Parce que Apple va sortir le iOS 7 qui a un nouveau look, etc. Donc on veut justement à la sortie de iOS 7, on a aussi un nouveau look pour l'application. Donc on est en train de travailler sur ça. Et puis lorsque je vais en ligne et puis je vois que, parce que j'ai des listes d'amis où il y a des auditeurs, et puis, la dernière personne à avoir tweeté, c'était 2 heures de temps, ou 3 heures de temps, etc. Et puis, je me suis dit, bon, il dort là. Mais moi, je travaille. Donc, il y a un problème du travail. Parce que de toute façon, il n'y a peut-être pas qui travaille comme on fait qu'on y est, hein, mais peut-être dans 2 mois, 1 mois, etc. Ils vont voir que je travaille. Parce que lorsque je lance mes affaires, par exemple, là, pour Plaisir Carnaval, je travaille sur la nouvelle version, sur une nouvelle application. Sur Plaisir Carnaval qui sortira la semaine prochaine. Donc, on passe beaucoup de temps à faire ça. Ce qui m'arrive, c'est que je suis presque le seul à penser et très souvent exécuter. Donc voilà pourquoi ça. Est-ce que c'est peut-être pas aussi cette baisse dont on parle? Est-ce que c'est peut-être parce que aussi on a un public aussi qui n'est pas exigeant, mais qui est peu exigeant? Oui, ça arrive que le public soit peu exigeant, mais c'est parce qu'il y avait une dérive avant. C'est parce que on a choisi de se verser dans la facilité, et puis ensuite le public a dit ok, pas de problème, on le fait. Mais j'ai été à Magnum Men samedi dernier et j'ai vu la différence. La différence, même si le slogan de Magnum Men c'est la différence, mais la différence était palpable par rapport à la façon des musicalités de peaufiner leur œuvre avant justement de les publier ou du moins de les mettre sur un album et de les vendre. Et c'est ça le problème. Mais ce qui arrive aussi dans la musique haïtienne, c'est que les artistes, je ne sais pas si c'est le pouvoir d'achat ou c'est peut-être le public, ne vivent pas de leurs chansons, de leur musique en fait. Ils vivent des soirées dansantes. Donc les soirées dansantes justement avec le lever de main en l'air ou éclairer bouc ceinture, etc. On ne demande pas trop. On demande un solo de keyboard ou de guitare, et puis c'est 2 groupes d'ailleurs qui ne jouent même pas 1 heure de temps, et puis ça suffit. Justement, puisque c'est une source d'argent, donc il n'y a pas d'effort. Et on n'a pas. Mon problème aussi, c'est qu'avec c'est une question de mentalité, c'est que dans notre mentalité, on est limité et notre standard est très bas. Ça veut dire, un groupe, un musicien, un artiste qui vient et voit, on fait une chanson, ça marche, on est programmé pendant 2 ou 3 mois et on nous paie et on voyage, on va à New York, on va au Canada, on descend en Haïti, on fait 22 jours à tourner et successivement. Ça veut dire que quelque chose marche. Donc, c'est pas la peine de réparer tout ça. On voit des groupes venir en Haïti en tournée sans même un album. Donc, ça veut dire l'exigence justement qu'on devrait avoir à l'égard de ces groupes
on devient peu exigeant, mais aussi c'est que je pense que c'est là le travail des médias aussi. Parce que on trouve justement des animateurs de radio qui vont certainement complimenter, applaudir des artistes qui ne font rien. Par exemple, pour moi c'est inimaginable qu'un groupe qui a fait un album depuis 3 ans, comme Karimi par exemple, son album est sorti en novembre 2009, et là on est en juillet 2013, et Karimi n'a pas encore d'album, et puis cela ne les inquiète pas, parce que de toute façon ils vont venir performer au Carnaval des Fleurs, ils auront 2 ou 3 affiches, donc the money is here. Donc ce que je fais, c'est que je descends avec mon ordinateur, elle est là, elle travaille, et entre 2 décorations, on se parle, etc. Et puis très souvent, ce que m'arrive, c'est que le week-end, c'est pour moi. Par exemple, un week-end, je ne sors pas. Et même si je travaille, mais je travaille et très peu. Et samedi matin, je suis chez moi. Dimanche matin, je suis chez moi. Et très souvent, on fait des sorties en famille et on prend des vacances de temps en temps. Donc ça m'aide justement à rester connecté. Par exemple, ma première fille ne vit pas avec moi. Donc. Et par exemple, là, pour les vacances, elle est à la maison. Donc je suis obligé justement de m'arranger, de travailler moins, pour justement, pour pouvoir et passer du temps avec eux. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Je travaille sur beaucoup de choses. Je travaille sur beaucoup de choses. Ce qu'on n'a pas dit en fait, c'est que je suis quelqu'un qui... Je ne suis pas trop souvent satisfait de ce que je fais. Exigeant. Je suis très exigeant envers moi-même et je m'améliore tous les jours. Justement, je pense que c'est cette exigence qui me donne cette envie. Parce que je pourrais garder mon salaire ici, faire comme tout le monde, venir travailler et puis je rentre à la maison, je me contenter de tout. Mais pour moi, c'est pas ça. Par exemple, je fais des investissements personnels qui ont une répercussion directe à mon succès à la radio. Par exemple, monter mon site internet, payer mon serveur et faire mon propre application, etc. J'ai pas de sponsor, etc. C'est des investissements personnels que je fais. Et je pense que tu allais peut-être parler de l'aspect financier et économique. Et je gagne assez bien ma vie, je pourrais dire. Je suis pas exigeant, je me contente de peu. Je suis de la province en fait. Donc. Par éducation, et ma maman nous a appris qu'on doit se contenter de ce qu'on a. Donc je ne fais pas d'excès, je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Et je ne suis pas trop à la mode en termes de... Je suis à la mode dans les gadgets, etc. Mais je ne suis pas quelqu'un qui aime les habits de luxe. D'ailleurs, je ne porte pas de bijoux, etc. Donc je me contente de très peu. Et je suis plutôt un homme simple, je pourrais dire, et je vis modestement. Et il y a des gens qui me demandent très souvent, tu voyages beaucoup, tu as le dernier Mac, tu as l'iPod, tu as l'iPad, etc. Est-ce que ça paie d'être à la radio? Je leur ai dit, si on sait ce qu'on fait et on le fait bien, c'est surtout la façon de faire. C'est surtout la façon de faire. Et moi aussi, je suis un peu plus chanceux d'être à la fois à la radio et à la télévision. Parce qu'en fait, tous mes ressources financières viennent, enfin, la plupart de mes ressources financières viennent de la télévision. Et je pourrais vivre avec ce que j'ai à la radio, mais ce que j'ai à la télé, je gagne à la télévision en faisant Digital Stars, qui est-ce qui ou mes autres émissions, m'aide justement à vivre mieux. À payer ma voiture, à payer l'école de ma fille, et à m'occuper de ma famille, en fait. Karel, merci infiniment. Merci. Ciao. Thank you.